général Philippe Sidos. Bonjour. Bonjour à tous. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Courtoisie et de Boulevard Voltaire. Vous avez servi comme attaché de défense en Russie, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, ainsi qu'au Tadjikistan, au Kazakhstan. Vous avez effectué des séjours opérationnels dans les Balkans, au Caucase, en Afghanistan, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, au Liban, donc pas très loin du conflit qui nous occupe. Et vous êtes aussi l'ancien chef de bureau de liaison de la FINUL de 2016 à 2018. Vous allez nous apporter votre regard d'officier sur les opérations en cours. Et peut-être pour commencer, je voulais vous interroger. La France pleure une première perte, un premier mort au combat. C'est l'adjudant-chef Arnaud Frion. Comment est-il mort et comment réagit-on à cette nouvelle quand on est un officier supérieur comme vous? On sait que la patrie vous demandera peut-être un jour le sacrifice de votre vie quand on s'engage dans cette carrière. Mais on s'est quand même déshabitué, il faut bien le dire, à compter des morts sur les opérations extérieures. En tout cas, ça n'arrive pas très fréquemment en France. Quelle était votre réaction? Alors, tout d'abord, pour resituer la mission, c'était dans le cadre de la mission Chamal, qui est une lutte contre le terrorisme islamique de Daesh, en Irak. Alors, c'est une mission qui n'est pas très connue, qui n'est pas très publicisée, je dirais, mais on a quand même 1000 personnels. On a des avions en Jordanie, donc voilà pour le théâtre irakien. Ça fait longtemps, ils sont là depuis longtemps, les Français? Oui, depuis longtemps. Ouais. Alors la date exacte pour moi, c'est, je pense, 2014. Oui, c'est quand même impressionnant. Ah ouais. Alors on a déjà eu des tués en Irak, attention. On a déjà eu un sous-officier du CPA-10, du commando parachutiste de l'air numéro 10, qui a également été tué au combat. Alors ça a été relativement discret également, mais il a été tué au combat. Il était au combat avec les gens conformes. Alors lui, l'adjudant-chef, était à la formation de Kurdes. Bon. Alors je coupe juste une seconde pour dire qu'on aura justement un officier du CPA-10 tout à l'heure au téléphone. Voilà. Très bien, c'est une très belle unité. Oui. Très belle unité. Alors je les ai connus, je ne vais pas raconter mes histoires, mais je les ai connus tout au début de l'intervention en Afghanistan, quand on était au Tadjikistan. On avait des avions qui étaient au Kyrgyzstan et qui devaient survoler en particulier donc, le Tadjikistan pour les frapper en Afghanistan. Pardon. Vous voyez, on commence à confondre. Et donc il y avait cette équipe du CPA-10 qui était là en charge pour faire ce qu'on appelle un travail de résal, c'est-à-dire de recherche et sauvetage, éventuellement donc si un équipage était abattu. Alors, c'est une mission qui est indispensable quand il y a des avions qui survolent un théâtre d'opération. Donc, l'adjudant-chef, des informations que l'on a, en fait, il était dans un camp et qui a été visé donc, par des islamistes soutenus par l'Iran. Alors, moi, la question que je me suis toujours posée, c'était de savoir si c'était un Français qui était visé ou si c'était un camp de la coalition occidentale. Les deux options n'ont pas été éclairées, de toute façon parce qu'on ne sait pas quels étaient les objectifs. Alors il y a eu un lien, on a établi un lien, soi-disant, quand le président Macron a dit qu'il avait l'idée d'intervenir dans le détroit d'Ormuz. C'était il y a donc plus d'une semaine. Et donc il y aurait eu un lien. Alors, déjà le gouvernement iranien ne s'en est pas flatté, ne l'a pas revendiqué. Donc ça, c'est un aspect qui est important. Alors néanmoins, tout ça, ça s'inscrit quand même dans des combats quasi incessants. Donc ça ne serait pas directement l'Iran qui aurait provoqué ce... Alors vous savez, dans ces affaires-là, on ne sait pas si c'est une initiative... Qu'est-ce qui s'est passé déjà Alors en fait, ils ont tiré des drones sur le camp. Et donc, il y a eu 6 Français de blessés et un tué. Je pense que c'est à peu près ça. Des drones. Donc voilà, c'est un drone. Alors les fameux drones, sans doute, drone Shahed efficaces et économiques qu'utilise l'Iran. Donc il a été tué sur le camp. Dans le cadre de cette coalition internationale contre le terrorisme djihadiste de Daesh en Irak. Donc voilà. Alors, un sous-officier, alors on en a parlé, c'est un sous-officier, c'est le pur produit de la qualité du soldat français qui a plus d'une vingtaine d'années de service. Voilà, là vous parlez de l'adjudant-chef Arnaud Frion. Tout à fait. Alors tout d'abord, il avait la médaille militaire, qui est la grande récompense des sous-officiers. Il avait 4 citations à la Croix de la valeur militaire. Il avait fait 10 opérations. Alors vous faites le compte, 10 fois 6 mois, c'est lourd, c'est quand même important. Il avait été un petit peu partout, sur tous les théâtres d'opération où nous sommes engagés, l'Afghanistan, le Niger, le Mali, donc l'Irak. Il avait participé à plein d'opérations et on a découvert récemment qu'il avait été dans une opération où ils avaient porté secours à des forces spéciales américaines au Niger.
Ils étaient intervenus, bon, les Américains étaient mal engagés, et donc les Français ont été engagés pour les dégager, j'emploie toujours ces termes, engager, dégager, et donc voilà, bon, ça c'est un de ces faits d'armes, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne sont moins connus. Donc belle figure de soldat. C'est une très belle figure de soldat. Pas une tête brûlée du tout, pas du tout, ni un bleu comme on dit, c'était quelqu'un d'expérimenté. Chasseur alpin, la montagne rend les gens très sérieux, donc voilà, c'est une grande qualité, un personnage majeur. Bon, son chef de corps en a fait l'éloge. Alors, quand on apprend une perte comme ça, alors bien sûr, on ne le connaît pas forcément, bien évidemment. Comment est-ce qu'on réagit ? On réagit avec émotion, avec douleur, mais avec fierté. C'est-à-dire qu'on a tous côtoyé sur les théâtres d'opération des sous-officiers de cette qualité, des officiers ou même des militaires du rang. Par exemple, il y a le caporal-chef du 7e BCA également, du 7e bataillon de chasseurs alpins, Maxime Blasco, de mémoire, qui a été tué en Afrique. Et il y a un livre même qui a été consacré à lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a même une séquence où il est filmé, dans une séquence qui est digne d'Hollywood, bien évidemment, où je crois qu'il y a un hélicoptère qui est abattu, il intervient, il récupère l'équipage, et pour être évacué par un autre hélicoptère, il s'accroche à un des patins de l'hélicoptère. C'est quand même assez fantastique. Et ce sont des personnes, des soldats, sous-officiers militaires du rang, qui sont toujours volontaires pour partir en opération. Ce sont d'authentiques serviteurs de l'État. Ils servent, ils sont morts pour la France, comme l'a dit tout de suite le président, ce qui signifie quelque chose. Ce qui nous prend au tripes. Ils ont conscience de ce qu'ils risquent en allant là-bas ou pas ? Ils ont totalement conscience de ce qu'ils risquent quand ils vont là-bas. Ils savent très bien, ils ont déjà affronté la mort plusieurs fois, ils ont eu des camarades qui ont été blessés, des camarades qui ont été tués. C'est pour ça que je citais il y a quelques années le caporal-chef Maxime Blasco. Et puis vous savez, on intervient depuis 78. Alors, on intervient depuis 78, mais néanmoins, on intervenait déjà au Tchad dans les début des années 70. On avait déjà eu des tués au Tchad. Oui, bien sûr. On avait eu déjà, mais on n'en parlait pas à l'époque. On n'en parlait pas. Et il y avait une mauvaise réflexion à l'époque. Je suis retombé sur un article en disant mais rassurez-vous, ce sont des engagés. C'est incroyable cette distinction qu'on faisait. Non, c'est un soldat français, c'est un citoyen français. Donc c'est tout à fait honorable. Et surtout, on revient. Et d'ailleurs, le président Macron a tout de suite dit qu'il était mort pour la France. C'est-à-dire qu'on monte le niveau de respectabilité. Mort pour la France, ça date bien évidemment de la guerre de 14-18. Et c'est également quelque chose que Clémenceau, puisqu'on revient sur Clémenceau, mettait en exergue. Ils ont des droits sur nous. Mort pour la France. Et il y a également, à la suite, le fils, qui est pupille de la nation. Ça date de la guerre de 14-18. Et il y a une veuve. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier quand il y a un soldat de son âge qui est tué. Il y a une veuve, il y a des orphelins. Bien sûr, il y a une famille derrière. Donc c'est toute une douleur, c'est toute une angoisse de vie. Parce qu'il a vécu longtemps, certainement, avec son épouse. Je crois que le fils a déjà 7 ans. Elle a connu des opérations, elle a connu l'angoisse. Ça se conclut dramatiquement, mais honorablement. Pour nous, soldats, c'est un héros, c'est un monument. Le terme ne doit pas être galvaudé. C'est un personnage. Le 7e BCA gardera son souvenir, c'est bien évident. Malheureusement, il n'a pas eu les honneurs auxquels on était un petit peu habitués aux Invalides. Oui. On est surpris. Il n'a pas eu la cérémonie aux Invalides. Et en plus, à Vars, il n'y avait pas ni le président de la République, ni le Premier ministre pour son enterrement, ce qui était un petit peu dommage aussi. Mais c'est relativement récent, ces cérémonies aux Invalides. Alors, ça nous permet de revenir quelques années, une dizaine, au théâtre libanais. Moi, la mémoire que j'ai, c'est le Drakkar. C'est 1983. Et là, ça avait été aux Invalides. C'était aux Invalides et vous aviez les 58 cercueils des Invalides. 58 cercueils dans la cour des Invalides. Donc c'est plus ancien que ce que je dis. Oui, vous voyez, donc ça remonte assez loin. Et depuis, les morts au combat, alors on se rappelle avec émotion de la cérémonie. Alors on se rappelle de cérémonies avec plus d'émotion que d'autres. Bon, c'est comme ça. Moi, je me rappelle particulièrement la cérémonie pour les 2 commandos marines. Alors, il y avait un peu tous les ors que peut offrir l'armée. Et la marine, là, dans ce cas particulier, il y avait une très belle musique. Vous vous rappelez la marche de Robert Bruce. Les commandos marines étaient masqués, puisqu'ils sont forces spéciales. C'était une très... Et puis il y avait le bagat de l'Anbiway en réel. C'était une très belle cérémonie. Et puis on n'oublie pas non plus, il y avait les 2 veuves. 2 veuves magnifiques, femmes de soldats, qui assumaient
la perte de leur mari ou compagnon, comme on dit maintenant, qui étaient également des personnages absolument fabuleux. On connaît la difficulté qu'il y a à devenir un soldat d'élite, comme l'adjudant-chef Frion. Ce sont d'énormes efforts techniques, physiques, intellectuels, pour arriver à ce niveau. Bien pour sûr, arriver au niveau de mourir pour la France. Des athlètes et en même temps des gens qui ont des valeurs extraordinaires au point de donner leur vie pour leur pays. Il n'y en a pas beaucoup en France par les temps qui courent. Est-ce que vous avez déjà perdu des hommes au combat, mon général ? Alors moi, j'ai toujours été dans des situations particulières de missions, comme la dernière que j'ai connue au Liban, des missions d'interposition, des missions de négociation entre les parties opposées. J'ai donc pas eu directement sous mes ordres des soldats au combat que je pouvais potentiellement envoyer dans une mission directe. Bon, par contre, là c'est une question délicate. Des décisions que j'ai pu engager, que j'ai pu prendre, engager la vie des gens. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle, mais voilà. Bon, c'est toujours un peu délicat, mais bon. Non, mais je veux pas non plus dévoiler des secrets de. Non, c'est pas un secret. C'est pas un secret. On arrive à des moments comme ça. C'était en 2001, le 5 décembre 2001, sur l'aéroport de Douchambé, dans le début de l'opération en Afghanistan. On avait fait venir des avions français, des Transal, qui devaient rejoindre Mazar-e-Sharif. C'est à peu près 1h30 de vol en Afghanistan. Avion de transport militaire. L'ancien Transal, l'extraordinaire avion de Transal. Et la mission était délicate parce que les aviateurs, très méritants, attention, dans l'armée française, il n'y a pas que des chasseurs alpins, il n'y a pas que des parachutistes, il y a des marins, il y a des aviateurs. Et là, j'ai pu découvrir également le grand mérite des aviateurs du transport aérien. Donc, ils arrivent le mercredi avec un vol incroyable à travers l'Europe, par la Russie. Et le soir même, il faut remplir la mission. Il faut aller en Afghanistan, de nuit. Ils n'ont pas de renseignements, on n'a pas beaucoup de renseignements. Alors, on est allé voir, je suis allé voir comme attaché militaire les gens de l'Alliance du Nord, l'ambassade de l'Alliance du Nord, je suis allé voir les Russes. Qui sont très ouverts à la coopération et à nous assister. Néanmoins, il arrive un moment... À l'époque, 2001. 2001. C'est un monde. 25 ans. Et là, il faut aller... C'est un peu un saut dans l'inconnu, parce que le colonel qui commande le détachement a peu de renseignements. On a peu de renseignements. On a les gens de l'Alliance du Nord, on a le contact avec eux sur place. On a quand même un officier qui est sur place. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que moi, je reçois un appel... Je reçois 2 appels dans la soirée. Alors, comme attaché de défense, en fait, vous avez autorité sur les troupes qui sont sur le territoire. Bon, autorité, pas forcément opérationnelle, mais autorité... Comment ça s'est conclu ? Alors, ça s'est conclu. Je reçois un appel de Paris qui me dit, bon, le colonel qui est dans le détachement est un peu froid pour partir. Je vous avoue que je comprends. Et il me dit, s'il ne veut pas décoller, tu prends le commandement et tu me fais décoller les avions. Bon, je suis armé de terre, faire décoller des avions, bon. Deuxième question, on a une réunion... Ça vient de Paris, ça, par téléphone. On a une réunion avec le SEMA dans 15 minutes. Est-ce que tu peux nous garantir que les avions reviennent ? Et là, votre décision, c'est d'envoyer des gens, un équipage, sur un territoire totalement nouveau. On ouvre le théâtre afghan, vol de nuit. Et là, vous dites, vous montez dans l'avion pour 2 raisons. D'abord, parce que vous devez assumer la décision que vous prenez vis-à-vis de cet équipage et la décision que vous prenez vis-à-vis de Paris. Et puis, avouons-le, s'il y a un problème, je ne reviendrai pas pour l'expliquer. Donc ça, c'est égoïste. Et là, on fait le vol, posé d'assaut. Un posé d'assaut, c'est quand même assez impressionnant en pleine nuit en Afghanistan. C'est-à-dire, c'est un piqué quasiment presque à la verticale, 6 lampes sur la piste. Et là, vous tombez en admiration devant la technicité des pilotes et de l'équipage. C'est absolument extraordinaire. Voilà. Et ce sont des Français, bien sûr. Et ce sont des Français qui se sont entraînés pour ça. Alors, on va parler un petit peu des États-Unis. Juste après cela, on va parler de l'évolution du conflit et on commencera par ce rappel de Donald Trump ce jeudi. L'engagement des États-Unis reste limité.
Restons courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire. Nous sommes avec le général Philippe Sidos, qui est l'ancien chef du bureau de liaison de la FINUL de 2016 à 2018, et bien sûr avec Franck Herriot, Gérard Gachet et Damien Chalamel. Donald Trump a rappelé ce jeudi que l'engagement des États-Unis restait limité. Je voulais qu'on l'écoute, Donald Trump, diffusion et traduction de BFM TV. Non, je ne vais pas déployer des troupes nulle part. Si je le faisais, en tout cas, je ne vous le dirais pas. Mais nous ne déployons pas de troupes, nous ferons tout ce qui est nécessaire pour garder le prix de l'essence bas. Voilà, donc nous ne déploierons pas de troupes, voilà ce que dit Donald Trump, il est d'ailleurs assez constant sur cette question. Il n'ira pas au sol. Pourquoi ? Est-ce que c'est vraiment on a l'impression que là il y a un mur infranchissable d'aller au sol pour les États-Unis. Expliquez-nous ce qui se passe à l'état-major américain, peut-être. Alors l'état-major américain se pose plein de questions. Ils ont plein d'hypothèses, plein d'options à proposer au président, puisque dans ce genre de situation, en France comme aux États-Unis, au final, c'est le président qui décide. On lui propose des scénarios, avec des risques, bien évidemment. Avec des chances de réussite, des pourcentages de réussite, etc. Et au bout, c'est lui qui décide. Comme il a décidé il y a 3 semaines. On a beaucoup parlé de l'affaire du détroit d'Ormuz, la découverte. Bon, lui, il a pris des décisions, il savait très bien qu'il y avait un risque. Il était persuadé, d'après la presse américaine, il était persuadé que la campagne aérienne de 15 jours, au bout de 15 jours, d'avoir décapité le commandement politique et militaire iranien, aurait désamorcé les capacités de réaction des forces. Oui, c'est ça, on a eu l'impression que ça allait durer 15 jours. Voilà, c'est la première lui impression. Aussi. Oui. Enfin, c'est ce qu'il disait, en tout cas. C'est un petit peu, oui. Alors, le problème du déclaratoire du président Trump, c'est il s'oppose d'une semaine à l'autre, d'une journée à l'autre, d'une matinée au soir. Voilà. Il a besoin de rassurer la population américaine sur le non-engagement de troupes au sol. L'engagement de troupes au sol, les Américains restent... Bon, on ne va pas revenir au Vietnam, 58 000 tués. Néanmoins, l'Irak, beaucoup de monde. L'Afghanistan, la même chose. Alors, il y a des tués, énormément de tués, mais surtout énormément de blessés maintenant. Ouais. On soigne les gens et on ramène des gens en très mauvais état. Et puis, il y a toutes les conséquences après. Il y a le problème des traumatismes qui entraînent énormément de suicides aux États-Unis. Ouais. Alors, ça avait été de gens qui sont Et ça, politiquement, c'est très compliqué à assumer, c'est ça l'idée. Au niveau régional, les gens le vivent. Il y a énormément de gens qui s'engagent dans l'armée américaine, énormément de gens qui sont allés sur les 2 derniers théâtres d'opération, Irak et Afghanistan, qui se sont quand même pas très bien passés. Il faut être honnête, à la fin, c'est pas un succès. Donc, et c'est récent. Donc forcément, les Américains s'inquiètent d'un engagement au sol. Surtout face à des gardiens de la Révolution, à des Bassidji, comme on dit maintenant, qui sont des auxiliaires, une population de 90 millions d'habitants, on va pas conquérir l'Iran. On va pas changer. Alors l'objectif politique est de changer le régime ou de ne pas changer le régime. Que le peuple se soulève de lui-même au bout d'un certain temps. Il a déjà essayé, ça n'a pas été... Alors, ils sont partis également, et les Israéliens en parlent souvent, et même le président Trump, de pousser effectivement les Iraniens à se révolter. Alors, de leur proposer des conditions favorables à une révolte. Alors c'est très bizarre ça également, parce que le soulèvement iranien il y a quelques semaines a certainement, bien évidemment, refroidi les oppositions en Iran. C'est quand même le moins qu'on puisse dire. Donc proposer aux gens comme objectif de se soulever, alors qu'ils ont vu il y a quelques semaines ce que ça avait donné de se soulever, c'est pas très très réaliste. L'engagement au sol, pour l'instant, il n'y a pas les troupes disponibles. Ce serait particulièrement délicat parce que ce serait une opération amphibie ou aéroportée, ce qui est très délicat. C'est pas même à la limite, l'invasion en Irak se faisait à partir du sol. Les 2 attaques contre l'Irak étaient à partir du sol, ce qui est entre guillemets plus facile, avec une énorme préparation de force. Donc là, vous avez, quand vous observez ça, vous vous posez des questions simplement techniques. Franck, juste avant de vous donner la parole à Damien Chalamel et Franck Herriot, un auditeur nous dit qu'en fait, s'il n'y a pas eu de dommages dans la cour des Invalides, c'est parce qu'elle est en travaux, et ce pour un certain temps. Voilà, tout simplement.
J'ai vérifié de mon côté, c'est pour améliorer l'accessibilité des visiteurs, notamment des personnes à mobilité réduite. Voilà. Toute la cour des avis effectivement rénovation. Ce qui explique ceci. Damien Chalamel et Franck Herriot. Oui, moi j'ai l'impression, en lisant notamment la presse anglo-saxonne, que ce qui guette quand même cette opération et le président Trump, c'est le risque d'enlisement, qui paraît de plus en plus important. Ajouter à cela qu'il a quand même donc ces buts de guerre qui changent d'un jour à l'autre ou d'une version à l'autre, ils sont de plus en plus contredits, y compris par des proches. On a la démission de ce fameux Joe Kent, qui était quand même un cadre de l'antiterrorisme aux États-Unis. Je le cite, l'Iran ne présentait aucune menace imminente pour notre nation et il est évident que nous nous sommes engagés dans ce conflit sous la pression d'Israël et de son puissant lobby aux États-Unis. Et puis Madame Tulsi Gabbard qui nous confirme ce que tout le monde savait, à savoir que les Iraniens n'étaient certainement pas prêts de relancer leur programme d'enrichissement nucléaire. Donc ça fait quand même beaucoup. Alors, je veux dire, et des buts de guerre, parce que entre question. Non, mais c'est plutôt une conversation. C'est que j'ai l'impression, si vous voulez, que ce risque d'enlisement et de critique en interne est de plus en plus de plus en plus flagrant. Et ajouter à cela, j'en parlais la semaine dernière, c'est que d'ici 2 mois, il devra quand même obtenir un vote du Congrès. Alors les élections de mi-mandat, c'est octobre, mais d'ici au bout de 2 mois de cette OPEX, là, il faut qu'il ait l'autorisation du Congrès. Donc là, si d'ici 2 mois, on en est toujours là, alors avec probablement encore plus de dégâts, notamment plus de bombardements israéliens, dont on parlera, parce que c'est un autre aspect dont on ne parle pas. Israël pousse ses feux, donc il y a une opposition évidemment aux États-Unis à ces opérations, mais des interrogations fortes, on va dire. Est-ce qu'il ne sera pas forcé finalement dans l'engrenage d'intervenir au sol? En fait, pour obtenir des résultats sur le plan purement stratégique. Alors, l'intervention peut être limitée. On a parlé de l'île de Karg, vous savez, qui a été bombardée il y a quelques jours, où les Américains n'ont bombardé que les installations militaires, en préservant... Général Sidos. En préservant les installations pétrolières de transit. Ça pourrait être un gage. On en parle de plus en plus, de prendre possession de l'île de Karg. Bon. Il y a également des petites îles autour du détroit d'Ormuz. Bon, l'île de Karg, ce serait un atout, ce serait un levier potentiel. C'est une option qui est étudiée, dont on parle de plus en plus. Le problème, c'est que... À quelle distance de l'Iran? Alors, c'est proche de l'Iran et beaucoup plus loin de l'Arabie Saoudite. C'est bien évidemment beaucoup plus proche, ce serait une 30aine de kilomètres de l'Iran. Et une centaine de l'Arabie Saoudite. Donc ça exige également un pont aérien, un pont naval. Enfin, c'est pas simple non plus. Et puis, bon, à partir du moment où il y aurait un abcès de fixation, disons, les Iraniens vont pas rester à attendre que ça se passe. Quelle sera leur réaction? On a déjà vu qu'ils ont étendu le conflit aux installations pétrolières, qui était une ligne rouge. Ils n'arrêtent pas, là. Ils ont encore bombardé aujourd'hui. C'est une ligne rouge, les installations pétrolières. Alors, il est évident que pour les Iraniens, l'objectif, c'est d'affaiblir le monde qui est avec les Américains, qui était embarqué dans la guerre, mais sans le vouloir, mais qui malgré tout est du côté des Américains, potentiellement pour qu'ils fassent pression sur les Américains pour leur dire, au président Trump, pour lui dire arrête, sinon tout va être détruit. Et ce conflit qui va s'enliser, qui va durer, voilà. Donc l'engagement au sol pourrait être limité, ça peut être une tentative. Vous savez, dans ces affaires de guerre, quelquefois il y a des paris. Même les grands généraux qui sont à la tête des armées américaines, il y a un pari. Pas revenir sur l'affaire du pont d'Arnhem de 1944, où le général Montgomery pensait qu'en passant par cette zone-là, il atteindrait le cœur allemand par la Ruhr. On a dit qu'il y avait un risque. Il arrive un moment où on prend le risque. Eisenhower, le 5 juin, prend le risque. Alors, il y a des risques qui fonctionnent, quand on a une énorme supériorité. Il y a des risques qui fonctionnent moins, quand on a une supériorité relative. Et là, dans le cas iranien, il y a une supériorité relative. C'est évident qu'ils ont la suprématie aérienne. Les Américains. Mais en dehors de ça, l'affrontement au sol
gardiens de la Révolution, même s'ils ne sont pas très bien équipés, ils auront des armes anti-chars, des armes d'infanterie. Et puis on voit qu'ils ont des missiles efficaces. Franck Herriot. Vous parlez d'un engagement seul limité en ce qu'on ne pourrait pas imaginer, un soutien américain et israélien à des groupes de combat iraniens, de résistants iraniens ou de Kurdes iraniens qui sont effectivement de très bons combattants, qui sont, si j'ai bien compris, qui sont prêts. On a même parlé de groupes de résistants iraniens qui attendent qu'un feu vert. On parle d'un feu vert du fils du Shah, de Razavi. Est-ce que ça ne pourrait pas être aussi ce scénario-là? Si le but de guerre est quand même, de toute façon, de faire tomber ce régime. Le changement de régime. Général Sidos. Alors, effectivement, le but de guerre des Israéliens et également des Américains, ils en ont beaucoup parlé, c'est le changement de régime. Parce qu'on peut penser, ou eux peuvent penser, qu'un changement de régime amènerait pour les Israéliens l'abandon du soutien au Hezbollah, l'abandon du programme nucléaire. Bon, ça, encore faut-il que le nouveau gouvernement joue le jeu. Ça, c'est encore autre chose. Après, le soutien au mouvement de résistance. Quand j'entends des experts parler effectivement d'un soulèvement populaire contre le pouvoir en place, on parle beaucoup du fils du Shah d'Iran. Et après, quel est le nom des réseaux? Quel est le nom des groupes qui s'opposent? J'ai envie de dire, faites-moi la liste. Quelle est leur puissance? Quelle est leur réalité? Est-ce qu'ils sont où? Ils sont en Irak? Alors, on a parlé des Kurdes au début. Bon, les Kurdes, oui, d'accord. Enfin, là, on n'en parle plus, déjà. Ensuite, les Kurdes, vous savez, beaucoup de ces mouvements, d'une manière générale, ont été échaudés par les Américains. Parce que les Américains vous lancent dans une affaire et puis après vous abandonnent. Il faut faire très attention à ça. Quelles sont les garanties que ces mouvements de résistance, si tant est qu'ils existent et qu'ils soient suffisamment puissants, quelles sont les garanties que les Américains vont leur donner? Allez, on va réécouter Donald Trump juste après cette petite virgule. Restons courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire. Mais je dirais qu'on est en avance sur notre calendrier. J'ai appelé ça une excursion parce qu'il s'agit d'une petite excursion. J'ai fait quelque chose qu'aucun autre président n'a eu le courage de faire. Voulait le faire, mais n'a pas eu le courage de le faire. Et je ne leur en veux pas. Je pense que j'ai dû le faire moi et j'ai fait un excellent travail. Notre armée a fait un excellent travail. Nous avons l'armée la plus forte dans le monde et de loin. Et notre équipement est acheté également par beaucoup, par le Japon en particulier. Et voilà ce dont nous avons parlé un petit peu de vente d'équipements militaires. Donc nous avons une excellente relation avec la Première ministre et avec le pays. Donald Trump, voilà, qui est très satisfait. Tout se déroule bien, ça se passe bien, c'est extra. Est-ce qu'on peut en juger autant quand on a un œil militaire opérationnel comme le vôtre, Général Sidos? Ils voulaient avoir des résultats au bout de 15 jours. Il y a des résultats, bien évidemment. Ils estiment qu'il y a beaucoup moins de missiles balistiques et de drones qui sont lancés. Néanmoins, il y en a encore qui passent. On pourrait même être surpris que des missiles balistiques passent la protection israélienne. Alors, dans l'immédiat, ils passent avec des sous-munitions. Si c'était d'autres charges, la situation serait beaucoup plus délicate. Dans le cas précis, ce sont que des munitions classiques. Alors c'est très désagréable de prendre ça sur la tête, bien évidemment. Mais voilà, la situation, pour l'instant, elle n'évolue pas. On est toujours au même niveau, c'est-à-dire tuer des autorités iraniennes. Il y a encore un directeur du renseignement qui a été tué, je crois, aujourd'hui. Mais pour l'instant, on a effectivement, dans les images, on voit qu'il y a des véhicules qui sont détruits, des rampes de lancement de missiles qui sont détruits, des pièces d'artillerie, etc. Un excellent travail, il dit. Mais les Américains sont capables de le faire. Ils l'ont fait en Irak, ils l'ont fait en 2001 en Afghanistan. Ils l'ont fait. Alors, si on revient sur le Kosovo, là, c'est pareil. Il faut toujours être très prudent, parce qu'au Kosovo en particulier, il y a eu d'énormes bombardements qui ont duré très longtemps. Et puis, au bout du compte, il n'y avait pas énormément de matériel serbe qui a été détruit. Donc ça, c'est une chose. Donc attention à toutes les comparaisons. L'appui aérien, c'est très efficace. Il ne faut pas non plus dire que c'est pas... Mais ça ne fait pas tout. Et là, dans l'immédiat, on casse. On casse des installations, on casse des infrastructures, on casse des réseaux de communication. Mais bon, au bout du bout, il en reste toujours. Allez, nous avons un officier en ligne, Charles D'Azera. Bonjour Charles D'Azera.
Bonjour messieurs, bonjour mon général. Alors, vous êtes officier des forces spéciales, hein, vous avez été chef de groupe au prestigieux commando parachutiste de l'air, numéro 10, nous en parlions tout à l'heure, le fameux CPA-10, et vous publiez chez Mareuil Éditions un livre qui s'appelle « À cœur ouvert ». Récit d'un commando du CPA-10. Vous revenez sur votre engagement pour votre pays et puis sur les missions à haut risque que vous avez vécues ces dernières années avec vos hommes. Alors, je vais vous demander comment est-ce que vous avez, vous aussi, vécu la mort de l'adjudant-chef Frioul. Mais auparavant, Franck Herriot, vous avez lu À cœur ouvert 2 mots sur le livre de Charles D'Azera. Oui, alors 10 ans d'opérations secrètes, d'opérations spéciales, de presque toutes les opérations, ou presque de l'armée française au Moyen-Orient ou dans les déserts d'Afrique, à libérer des otages, combattre Daesh, parfois au corps à corps, ou à neutraliser, puisque c'est le terme utilisé, à neutraliser un chef djihadiste. Autant dire que le témoignage de Charles D'Azera est un témoignage rare et précieux, puisqu'il nous offre la possibilité de suivre presque pas à pas ces soldats de l'ombre, ces hommes, ces commandos des forces spéciales, triés sur le volet, les meilleurs parmi les meilleurs. Au fil des pages de ce journal de guerre, on découvre la peur, mais aussi le courage qu'il faut pour la combattre, le courage qu'il faut pour accepter la mort d'un camarade. C'est le dur métier des armes, avec ses grandeurs et ses servitudes. Cet officier qui se compare volontiers à un chevalier des temps modernes, au service de la France, déplore le fossé, c'est un aspect intéressant du livre, déplore le fossé entre l'armée et la société civile. Il dit même qu'il est abyssal. Il nous expliquera pourquoi. Il y a de l'action, bien sûr, dans ces lignes, mais aussi une méditation intime sur le sens du devoir. Ce n'est pas la moindre des qualités de ce livre. Voilà, Charles D'Azera, question, est-ce que vous avez le sentiment que la France a pris la mesure du décès de l'adjudant-chef Frioul, cette France qui est quand même très éloignée des réalités militaires, puisqu'il y a une bonne partie, on en parlait au début, des Français qui ne font même plus leur service, donc qui n'ont absolument aucun contact avec l'armée. Est-ce que vous avez trouvé que comment est-ce que vous avez ressenti ce drame? Est-ce que vous avez trouvé que la réaction de la France était à la hauteur? Alors écoutez, assez simplement, je dirais que l'adjudant-chef, quand il est décédé, on a beaucoup parlé de la mort, on a beaucoup parlé de la potentielle cause, on a assez peu parlé de l'homme, ou à part dans les médias spécialisés. Alors on vient d'en parler avec le général Sidos, justement, mais vous avez raison. Très bien. Et quand on le voit finalement en photo, il y a peu de gens qui l'ont dit, mais c'est quand même un guerrier assez remarquable, qui a quand même été cité 4 fois à la Croix de la Valeur militaire, ce qui est la version un peu récente de la Croix de guerre, entre guillemets. Et c'est un combattant vraiment j'ai croisé un de ses frères d'armes hier, justement, qui a fait un podcast sur lui avec une petite vidéo. Il me disait... il incarnait l'humanité comme le guerrier, comme le bon chef, vraiment le sous-officier de proximité. Donc je dirais que oui, on a fait de la communication. Oui, la cérémonie a été propre comme d'habitude parce que les armées savent très bien le faire. En revanche, la difficulté qu'on a aujourd'hui entre le monde civil, si je peux l'appeler comme ça, et ce que vivent les armées est assez ambivalent parce que si l'institution militaire a sans doute l'une des institutions, voire l'institution qui a la meilleure image dans la société civile, la compréhension de ce qui est fait, de la violence qu'on y vit et de la fraternité d'armes qui est finalement quelque chose d'assez gratuit dans un monde où tout se monnaie, est assez incompréhensible pour le monde normal, entre guillemets. L'exemple que je peux citer, si vous me permettez, c'est... Oui. J'ai 4 de mes d'hommes que je suis régulièrement, que j'ai commandés au feu, et qui ont, vous savez, ce qu'on appelle des syndromes post-traumatiques. Pour eux, c'est pas facile. Leurs épouses les ont quittés pour quelque chose d'assez simple. Ils ont dit tu es trop faible, tu n'es pas digne. J'ai pas épousé un loser. Donc, si vous voulez, quand on se rend compte d'une différence comme ça, même au niveau des épouses, c'est dire de la différence abyssale qu'il y a entre la compréhension de l'acte de guerre et l'image que ça peut donner. Qui pose la question de la résilience de la nation. Voilà, c'est impressionnant. Franck Herriot. Oui, vous parlez, Charles D'Azera, vous parlez de la non-acceptation du fait de guerre par la société moderne. Vous dites qu'aujourd'hui, le soldat rentre dans une société qui refuse de voir la réalité crue des combats. Oui, tout à fait. En fait, je trouve qu'on a mis un petit peu sur le devant, je dis les syndromes post-traumatiques. Je ne vais pas renfoncer une porte ouverte, mais c'est pas une nouveauté dans l'humanité. Depuis que l'homme fait la guerre, j'imagine que, soit à l'Antiquité, à l'époque féodale ou le poilu dans les tranchées, il est évident qu'il n'est pas sorti intact d'actes guerriers qu'il a pu réaliser sur un champ de bataille. La grande différence qu'il y a entre hier et aujourd'hui,
c'est que hier, si la société, évidemment, tout le monde n'a pas été au feu ou au combat, mais en tout cas, tout le monde comprenait la nécessité de ce contrat social et moral qui est entre les armées et la nation, et on avait tous le même dénominateur commun. C'était l'objectif de notre société, qui aujourd'hui est tellement, entre guillemets, pas en déliquescence, mais en tout cas, c'est très largement effrité, et on se retrouve avec finalement une prestation de service. C'est un petit peu ce qu'on pourrait dire. Voilà. Ouais, c'est le sentiment que vous avez, en tout cas. On trouve toujours, si vous voulez, des gens qu'on croise et qui sont dans une admiration assez déconcertante, assez étonnante, de milieux très variés, d'origines très variées aussi. Donc ça montre que c'est quelque chose qui fascine parce que c'est loin de la réalité. En revanche, justement, cette réalité est tellement choquante qu'elle est... que tout le monde repousse à la gaffe cette réalité jusqu'à ce qu'on la découvre parce qu'en fait, on prend le mur. Damien Chalamel. Oui, j'ai l'impression, malgré tout, pour un peu, ne pas vous contredire, mais sur ce fossé entre la société civile et les militaires, il me semble que c'est surtout la conséquence naturelle du fait qu'on ait une armée de métier. Et il me semble que, par exemple, en Indochine, alors certes, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale était encore très présente, mais on avait un peu la même situation, c'est-à-dire qu'on avait malgré tout une société civile qui ignorait largement le sacrifice du corps expéditionnaire français. Et ça n'est qu'à partir du moment où vous avez effectivement une armée de conscription, quoi qu'on en pense, que là, effectivement, les réalités de cette guerre, elles sont connues dans n'importe quelle famille française. Et voilà, j'ai l'impression que, ce que vous dites, c'est la conséquence... et c'est aussi... Est-ce que c'est la conséquence de la fin de la conscription, parce qu'effectivement, et ça permet aussi au pouvoir politique d'engager ces hommes, d'engager les soldats français dans des conflits dont on peut questionner la légitimité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Charles D'Azera? Et on posera la question au général Sidos après. Écoutez, je suis tout à fait d'accord sur la partie de la conscription, parce que c'est vrai que ça impose un principe de réalité à la société civile. Ça, c'est une certitude. En revanche, il y a quelque chose d'assez nouveau qui est une sorte de catalyseur aujourd'hui. C'est le fait que, comme l'homme est devenu un consommateur à part entière et que tout se mesure, l'acte de guerre qui est quand même donner sa vie, c'est là rien de plus gratuit finalement. C'est quelque chose qui est quand même contre nature à l'époque moderne. J'ai un exemple tout simple. Je suis à la chaîne au Metz à l'école militaire, et à côté de moi, j'ai un sédateur qui prend le plateau avec moi, qui dit « Mon colonel, vous aurez peut-être pas assez de points. » Je dis « Vous êtes les pages pérées ?» Puis il me répond mais oui, tout se paie, rien n'est gratuit. Je dis, pardon, monsieur sédateur, je ne veux pas vous corriger. Si je meurs au combat demain, a priori, c'est gratuit quand même. Et il était sidéré, alors que bon, c'est quelqu'un quand même d'éduqué, c'est élu, bon voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même, on est, comme tout est mesurable aujourd'hui, sauf finalement l'acte de donner sa vie ou le service au sens plus large. Ouais. Général Sidos, est-ce que donner sa vie, ça a encore un sens La preuve, c'est que ça a un sens pour énormément de gens, dont... Pour la majorité des Français, j'entends. Pour la majorité des Français, non. Même, vous savez, après la guerre de 14-18, il y a quand même eu beaucoup d'incompréhension également. Il ne faut pas non plus imaginer que tout était beau avant. Vous avez eu tout à fait raison de rappeler, pour la guerre d'Indochine, où le corps expéditionnaire se battait pour l'Empire, pour la gloire, pour son régiment. Le problème de notre époque, en particulier des soldats qui quittent le service après avoir connu des épreuves qui sont évoquées par le colonel du CPA-10, c'est qu'ils se retrouvent très isolés. Quand vous quittez le service, vous perdez un univers complet, un univers où vous êtes encadré, vous êtes des camarades. En fait, vous vous battez pour la France, ça c'est certain. Mais vous vous battez aussi pour l'équipe avec laquelle vous êtes, avec vos camarades, pour une certaine dignité humaine. Et après, quand vous quittez, il n'y a plus rien. Déjà, la France sont des déserts militaires. J'ai envie de dire, autrefois, les gens se retrouvaient dans des messes. Quand il y avait des régiments, les messes étaient ouvertes. J'ai connu ça. Les messes, on ne parle pas des cérémonies religieuses. Non, je pense on parle des restaurants des réservés aux militaires. Voilà, des clubs d'officiers, de sous-officiers où on se retrouvait, où les gens parlaient
entre eux de ce qu'ils avaient vécu. Le problème qu'il y a également avec les combattants actuels, avec les combattants modernes, c'est qu'ils vivent des choses extraordinaires, longtemps, pendant des années, plusieurs fois, mais après, à qui on peut en parler ? Les gens ne vous comprennent pas, ne veulent pas le comprendre, sont jaloux. Il y a une forme de jalousie également, même en interne. Donc il y a cet isolement. Et là, bon, l'anecdote triste des épouses qui abandonnent leur mari, bah oui, le monument qu'elles ont épousé, il souffre. Il est plus voilà, on l'accompagne plus, ce qui est plus très aussi solide qu'on le croyait. Il est plus solide comme qu'on le croyait. Bon, ça, c'est un autre aspect. Peut-être qu'elles n'étaient pas habituées à ça, parce qu'elles n'étaient pas issues d'un milieu qui était préparé à accepter ces épreuves et cette réalité. Mais moi je reviens, pour participer à ça, c'est un peu l'isolement. On recrute des gens, ils appartiennent à des unités extraordinaires, avec des qualités humaines absolument fantastiques. On leur demande des efforts pendant des années, physiques, intellectuels, l'épreuve du feu répétée. Et puis après, après c'est terminé. Au revoir. Charles D'Azérat, donc je rappelle que vous avez publié chez Mareuil Éditions un livre, À cœur ouvert, récit d'un commando du CPA-10. Dites-nous en quelques mots ce que c'est que ce CPA-10. Qu'est-ce que c'est ? C'était un peu mythique pour des militaires. Dites-nous pourquoi. Alors, si vous voulez, le CPA-10 a une triple origine. Il est originaire des premiers parachutistes, avant la Seconde Guerre mondiale, originaire des premières actions spéciales avec le premier PIMA, des SAS pendant la Seconde Guerre mondiale également, et des commandos de chasse pendant la guerre d'Algérie. Donc, c'est vrai qu'on a une espèce de triptyque qui fait un peu partie des débuts des opérations spéciales modernes. Et derrière, un peu mythique aussi pour certains, parce qu'on a quand même putché avec les généraux en Algérie. Ce qui nous a valu notre dissolution avant d'être recréé au début des années 90. Et puis finalement, après, depuis les années 90, toutes les campagnes modernes, depuis l'Afghanistan jusqu'à nos jours, nous avons participé. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai engouement pour cette unité, mais comme les commandos marines et le premier PIMA, parce qu'il y a un côté un petit peu, pardonnez-moi l'expression, un peu sexy pour le jeune, parce que c'est de l'élite, c'est de l'action directe, c'est de l'action de choc. Et comme aujourd'hui, on est un petit peu sur une logique de consommation, même dans le métier militaire, finalement, si on veut aller prendre un peu d'adrénaline, c'est dans ces unités qu'on choisit d'espérer aller. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que cette unité assez mythique. Merci Charles D'Azérat. Je recommande votre livre paru chez Mareuil Éditions, À cœur ouvert, récit d'un commando du CPA-10 par un officier du CPA-10. Si j'ai bien compris. C'est ça. Voilà, donc à lire, magnifique livre. Combien de pages Gérard Gachet, 150, c'est ça ? Parce que Gérard Gachet l'a entre les mains. 160. 160, voilà, 160 pages à ne pas rater. Merci infiniment, Charles D'Azérat. Merci, messieurs. Merci, mon général. Voilà, et nous allons continuer à parler de l'Iran et notamment de la France, de la situation de la France, juste après ceci. Restons courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Oui, on va parler un peu davantage de la France. Je rappelle que nous sommes avec le général Sidos, qui a été notamment l'ancien chef de bureau de liaison de la FINUL de 2016 à 2018. Trump est-il bloqué ? La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Japon ont condamné ce jeudi, vous avez vu ça mon général, les attaques iraniennes sur les infrastructures civiles et énergétiques qui sont dans le Golfe. Et les mêmes ont fermement condamné, le même jeudi, les récentes actions de l'Iran. Mais ils ont décliné l'appel à l'aide qui a été lancé mardi par le président américain pour rétablir la circulation maritime dans le détroit d'Ormuz. Les appels à l'aide de Trump, pour l'instant, restent lettre morte. Non, pas tout à fait. Alors, Général Sidos, oui, où est-ce qu'on en est ? Effectivement, c'était l'information mardi. Mais hier, alors je ne l'ai pas sous les yeux, mais il y a eu un revirement. Il y a eu un revirement et 6 pays acceptent d'étudier la façon de protéger le trafic maritime, dont la France bien sûr, les Anglais, les Italiens même.
et 3 autres. Il y a eu un revirement après un Conseil européen. Alors, il y a dû certainement y avoir des grosses négociations, quelque chose de mis dans la balance. Ça change tous les jours. Donc, ça change quand même, c'est très évolutif. Et, bon, tout simplement, effectivement, vous employez le terme de bloquer. Quand le président Trump est bloqué, il débloque. Il faut savoir comment il débloque. Alors, comment il a débloqué est-ce que c'est lié à l'Ukraine? Est-ce que c'est lié à d'autres pressions économiques, etc. Il a tapé du poing sur la table. Et alors, il a embarqué tout le monde dans cette guerre où personne n'est prévenu. Très bien. Des réticences au début, effectivement. Et puis là, il y a une évolution. Et alors, il reproche à l'OTAN de ne pas intervenir. Il a reproché aux Japonais. Et puis là, la première ministre japonaise a été retournée, tout simplement. Il a convaincu. C'est un grand commercial. Donc, il fait de la géopolitique en débloquant les situations. Et alors, la France semble camper, mais c'est peut-être un peu moins le cas depuis hier, alors du coup, sur une position défensive. Et je voulais vous demander ce que ça signifiait. Est-ce que Trump va réussir à faire bouger cette position défensive qui paraît quand même très sur le reculoir, quoi. Alors, il faut quand même préciser, oui, défensive, mais c'est pas négatif. Attention, faut pas, au niveau opérationnel. Le côté défensif, d'abord, vous savez qu'on a des accords de défense avec des pays du Golfe. On a renforcé le parc aérien, je dirais, les avions, les Rafales présents au Moyen-Orient. D'après un journaliste spécialisé question de défense, on en aurait 24, ce qui est énorme par rapport au parc aérien de Rafale. Et donc, ils sont surtout employés pour intercepter les drones. Alors, ils interceptent les drones avec des missiles Mika anti-aériens, donc qui coûtent très cher. Bon, alors il y a le vaste débat sur ce que ça coûte. Néanmoins, voilà, ça c'est une attitude défensive, c'est-à-dire vous avez des avions, vous assumez les accords de défense qui ont été signés avec les Émirats Arabes Unis, et donc vous protégez les Émirats Arabes Unis, cette zone-là. Voilà, c'est ça de la défensive. Bon, et le pilote qui est dans l'avion et qui abat les drones, lui, il a un combat offensif. Mais globalement, la politique est défensive. Bon, le président Macron emploie ce terme-là, d'abord parce que ça rassure, si on parlait d'offensif, on imaginerait tout de suite une attaque sur le territoire iranien. Il ne faut pas non plus... Il n'y a pas besoin d'une attaque au sol, quelque part. Voire une coopération aérienne. Donc ça veut dire une attaque sur le territoire iranien. Là, on est dans une posture défensive. On serait également dans une posture défensive si on se lançait dans cette vaste mission d'escorte des tankers pour le détroit d'Ormuz. Il y aurait la mission globale et défensive avec des actions offensives. Voyez. Mais l'idée générale est défensive. Alors, bien sûr, on se préserve, c'est évident, avec des termes comme ça, on se préserve de réactions iraniennes. Damien Chalamel. Oui, moi, j'ai du mal à saisir ces prudences sémantiques que je trouve un peu grotesques. Parce que vous ne voyez pas l'attraction stratégique. Non, mais en réalité, c'est l'ennemi qui nous choisit. Bon, l'ennemi, c'est l'Iran. Et pourquoi l'Iran nous choisit comme ses ennemis? C'est parce que précisément, nous sommes l'allié de son ennemi, qui lui fait la guerre. Donc, en réalité, on est... Donc pour vous, on est impliqué par... Mais bien évidemment, par définition. On devient co-belligérant. Et en plus de ça, comme vous le rappeliez, en général, on a des accords de défense avec un certain nombre de ces Émirats. Donc on est attiré... dans cette guerre. Donc pour Damien Chalamel, on est dedans. C'est pas faux, mais est-ce que le problème, c'est justement qu'il n'y ait pas de but de guerre précis. Donc c'est difficile aussi d'engager une armée défensivement ou offensivement, alors qu'on ne sait pas où on va. J'ai l'impression que c'est comme si le soldat ne recevait pas des ordres précis d'un commandement en chef. Et c'est ça qui est pathétique, effectivement, c'est ça qui est atterrant. C'est-à-dire qu'on est entraîné dans un conflit dont on ne maîtrise pas, à l'origine duquel nous ne sommes pas. Et dont on ne maîtrise pas les buts. Dont on n'avait même pas été prévenu, d'ailleurs. Oui, dont on n'avait pas été prévenu. Alors Général Sidos. Franchement, mais désolant, quoi. Voilà, donc, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous réagissez? Et puis, sur le terrain militaire, que peut faire la France? Alors, vous avez raison. On est embarqué dans une guerre dont on n'était absolument pas informé. Maintenant, quand on parle des conséquences économiques de ce qui se passe, on est embarqué. Je ne vais pas dire que c'est dérisoire le prix. On subit les conséquences économiques. Bien sûr, on subit les conséquences. À la pompe. Voilà, on subit, et puis tout le reste de l'économie qui va suivre, l'inflation, des
faillites d'entreprises, etc. Enfin bon, un problème économique majeur. J'ai envie de dire, moi, le côté pragmatique du militaire, c'est que va falloir assumer. C'est-à-dire, on est obligé d'assumer les conséquences. On n'en a pas voulu, on n'est pas à l'origine, mais il va falloir assumer les conséquences. Les pays européens déjà assument parce que ils ont besoin de pétrole, ils ont besoin de gaz, le Japon en a besoin, le système mondial qui fonctionne sur l'économie, il peut pas. Donc voilà, et c'est là où on se retrouve pris dans une escalade et un engrenage. Alors on pensait avoir échappé à ça après les accords, les alliances de 1914. Sans alliance, on est embarqué. On a quand même une alliance, l'Alliance Atlantique. Excusez-moi l'expression, mais est-ce qu'on n'a pas l'impression d'un immense foutoir dont les seuls gagnants seraient les Israéliens, qui eux ont un but de guerre précis? Bonne question, on se demande. Alors, je vais répondre à ça, effectivement. Quand on observe, et puis Gérard Gachet. C'est une guerre en coalition entre les Israéliens et les Américains. Les Israéliens, c'est la première coalition qu'ils ont depuis 1956. Avant, ils faisaient leur guerre, on leur donnait du matériel comme en 1973, ils faisaient leur guerre. Là, il y a une entente, il y a des plans opérationnels qui ont été répartis. Sur l'Iran, il y a des zones de frappe israéliennes et des zones de frappe américaines. L'espace est réparti. Il est certain que les Israéliens veulent en finir avec le Hezbollah. Le Hezbollah est soutenu par l'Iran. Le Hezbollah est certes affaibli, néanmoins, tant qu'il existe, et tant qu'il existe une tête dirigeante en Iran, il soutiendra le Hezbollah. La logique qu'on peut imaginer, c'est que si la tête est coupée à Téhéran, le Hezbollah ne sera plus soutenu. C'est ça qu'imaginent les Israéliens. Donc ils sont sur deux fronts. Ils sont sur le front de la neutralisation de leur acharnement à couper les têtes et à décapiter tout le pouvoir iranien. Pour couper, bien évidemment, ce soutien au Hezbollah. Les Israéliens, les affaires du Golfe, le pétrole, c'est pas leur problème. Eux, leur problème, c'est le soutien au Hezbollah. Ils sont dans la dynamique. C'est un terme militaire. Dynamique, c'est pas forcément positif. Pour moi, ils sont dans la dynamique de la guerre à Gaza. Donc, ils veulent poursuivre avec le Hezbollah. Le Hezbollah qui a été allié du Hamas par idéologie. Ils ont soutenu le Hamas. Et voilà. Alors, le Hezbollah n'a plus de soutien de la Syrie, mais ils ont encore le soutien de l'Iran. Et donc, pour les Israéliens, couper la tête du pouvoir iranien, c'est neutraliser, affaiblir le Hezbollah et pouvoir finir le travail au Liban. Gérard Gachet. Oui, en ce qui concerne la France, vous avez dit, de toute façon, elle est embarquée et elle va bien devoir assumer cette participation. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que la France a aujourd'hui les moyens de participer à un conflit qui risque en plus d'être long? Est-ce qu'elle a les moyens au niveau des effectifs projetables, de l'armement, notamment des missiles, surtout compte tenu de tout ce qui a déjà été donné à l'Ukraine de l'autre côté? Alors, est-ce qu'on a les moyens de participer à un tel conflit? Voilà. Que peut faire la France, Général Sidos? La France est également sur deux fronts, le front ukrainien et le front du Moyen-Orient. On consomme du matériel. L'industrie a été mise sur pied de guerre depuis 2-3 ans. Alors, est-ce qu'ils vont arriver à produire? On a encore, les moyens. Vous savez, les moyens, au niveau militaire, on les trouve toujours. On réduit la voilure éventuellement. S'il n'y a plus de missiles Mika, on attaquera au canon mitrailleur, par exemple. Voilà. Après, je ne sais pas quel est le niveau de progression et de fourniture de MBDA pour fournir des Mika, mais on mettra d'autres moyens. Alors après, il y a les moyens, même pour les Américains. MBDA, c'est l'entreprise d'armement. Qui fabrique les Mika. Les moyens, bien sûr qu'on a une défense qui n'est pas pléthorique, qui devait être renforcée après les débuts de la guerre. Ça fait 4 ans qu'on doit renforcer, que les budgets augmentent. C'est toujours la question délicate parce que dans cette guerre, on fournira ce qu'on peut fournir. Les Américains ont des moyens infinis. Même eux, ils se posent la question du nombre de missiles consommés. Ils en consomment énormément, mais des missiles antiaériens d'ailleurs, entre les missiles Patriot et les missiles THAAD ou THAAD, TH2AD, les missiles antiaériens très performants, très coûteux. On peut toujours se poser la question, mais dans ce cas-là, j'ai envie de dire, on dégrade le niveau d'intervention, mais l'industrie française,
produira voilà. Alors, enfin, bon, c'est délicat comme question, les moyens. Si on doit être engagé, même à bas niveau, on sera engagé. Même à bas niveau. Il y a la question des cibles. Vous avez vu qu'il y a une attaque iranienne, plusieurs attaques d'ailleurs iraniennes sur des installations gazières au Qatar et ailleurs, qui font des dégâts considérables. Donc la France condamne les attaques pour l'instant contre les dispositifs pétroliers, mais enfin on voit bien que ce sont des cibles majeures. Est-ce que la guerre risque de se dérouler en fait contre les infrastructures pétrolières et pour asphyxier l'économie de nos pays sans forcément beaucoup de morts du coup, mais avec des dégâts économiques plus qu'humains qui seraient considérables. C'est une espèce de mutation. C'est effectivement intéressant à observer. Le déplacement d'une guerre où les Américains ont perdu 13 personnels. Et les Iraniens, on ne sait pas très bien. Enfin, c'est pas non plus. Voilà, quand on a les chiffres des pertes iraniennes, c'est pas gigantesque. On n'a pas encore atteint, excusez-moi, le chiffre épouvantable, par exemple, de 10 000. Il y a des centaines de tués, certes. Oui, ça n'a rien à voir avec les pertes de l'Ukraine, par exemple. Exactement. Il y a eu des pertes militaires en Ukraine avec des affrontements d'unités, certainement des unités complètement anéanties. En Ukraine, on a une guerre quand même très classique. Alors, on peut la comparer entre la guerre de 14-18 et 39-45 ou d'autres. On retrouve énormément d'aspects. C'est une véritable guerre d'usure, au niveau matériel et au niveau humain. Et là, effectivement, à portée de vulnérabilité et à portée d'armes d'un belligérant, on a le cœur du fonctionnement mondial, c'est-à-dire l'économie pétrolière, gazière. Alors, on peut dire qu'il n'y a que 20% du trafic qui concerne l'Europe, mais enfin, bon, comme on est tellement lié aux Chinois, aux Japonais, etc., on est tous dans la même barque. Et là, les Iraniens, ils ont une occasion en or, avec peu de moyens, de toucher. Alors, ils ont franchi des lignes rouges. Alors, les lignes rouges, dans un conflit, il arrive toujours un moment où on les franchit. Là, ils les ont franchis au bout de 15 jours. Et ils ont forcément un levier, un énorme moyen de pression sur toutes les, entre guillemets, puissances mondiales. Alors, est-ce que les Chinois vont les dire aux Iraniens, arrêtez ? Peut-être. Est-ce que les Russes vont dire aux Iraniens d'arrêter ? Pas forcément, d'ailleurs, puisqu'on sait que les Russes sont gagnants avec l'augmentation du prix du pétrole, et le président Trump a accordé un levée de l'interdiction de vente du pétrole pendant 1 mois. Également, la guerre, c'est un élément, elle peut s'étendre. Alors, elle va s'étendre. Bon, elle s'étend déjà à tous les pays du Golfe, ce qui est très gênant. Les Saoudiens n'apprécient pas du tout. Mais également, les Israéliens ont frappé des bateaux iraniens dans la mer Caspienne. Là, on est dans la mer Caspienne. Des bateaux qui, certainement, avaient récupéré du matériel. Théâtre d'opération. Là, ça monte vers le nord. Alors, c'était des bateaux iraniens. On ne dit surtout pas que c'était des bateaux russes. Mais on suppose, en tout cas, officiellement, les Israéliens les ont frappés parce qu'ils amenaient du matériel russe. Au profit des forces de défense iraniennes. Donc on n'est pas à l'abri d'une extension du conflit, c'est ce que vous voulez dire. Tout est possible. Gérard Gachet. Oui, mon général, vous avez été, entre autres postes prestigieux, vous avez été chef du bureau de liaison de la FINUL, dont vous connaissez évidemment très très bien le terrain. Est-ce qu'Israël a les moyens, puisqu'on parlait des buts de guerre des uns et des autres, d'éradiquer d'un côté le Hezbollah et de l'autre le Hamas ce qui effectivement semble être le double objectif de Benjamin Netanyahou. Mais est-ce qu'ils ont les moyens ? Parce que là aussi, on a vu même avec le Hamas, avec tout ce qu'ils ont pris, ils sont pas encore totalement disparus apparemment. Donc est-ce qu'ils peuvent arriver à ce double objectif ? Ils en ont l'espoir. Et effectivement, le Hamas, après les énormes offensives qu'il y a eu, et qui existaient bien avant d'ailleurs, ça n'a pas commencé en octobre-novembre 2023, ils ne sont toujours pas arrivés à éradiquer, avec des moyens absolument extraordinaires, des moyens humains. Ils ont subi beaucoup de pertes, les Israéliens, dans la bande de Gaza. Plus même, je crois, que pendant la guerre de 73. C'est quand même impressionnant. Ils ont des capacités humaines d'infiltration et de forces spéciales qu'on n'imagine pas. Tout ce qu'on peut créer en Israël comme système d'information, de retournement, d'espionnage, ils l'ont mis en œuvre. Et malgré ça, ils ne sont pas arrivés à décapiter le Hamas, certainement. Le Hezbollah, pareil. On en est quand même à plusieurs guerres contre le Hezbollah. Et ils ont le front iranien, où ils consacrent des moyens aériens, des moyens de renseignement, des forces spéciales, très certainement, de l'information, des ciblages. Donc, effectivement, les Israéliens ont 3 fronts.
C'est peut-être pour ça que le front du Sud-Liban, il y a une progression très méthodique, très lente en fait. Ils prennent hauteur par hauteur, village par village. Ça, c'est le Hezbollah. Ça. Voilà, contre le Hezbollah au Sud-Liban. Et là, on a des tractations. C'est l'armée israélienne face au Hezbollah. C'est l'armée israélienne face au Hezbollah. Alors, ils ont déjà engagé sur le territoire libanais 2 divisions, et après les informations, il y en a 3, 4 ou 5 autres, je ne sais pas exactement. Bon. Enfin, il y a du monde là-haut, il y a du monde. Mais ils sont très prudents, ils ont été échaudés par la guerre en 2006. Vous savez qu'ils ont été échaudés par l'occupation de 1982 à 2000, où ils ont été... ils n'ont pas subi des pertes gigantesques pendant cette période, 300, disons 400 soldats tués, mais ça dure longtemps, il n'y a pas plus de résultats. Bon. Par contre, moi, ce qui me surprend, bon, là, le Hamas a commis les massacres du 7 octobre et a engagé le Hezbollah. Le Hezbollah, par solidarité, a bombardé les villes du nord d'Israël, et les Israéliens ont réagi par d'abord des tirs d'artillerie, des frappes aériennes. Ce qui a amené un cessez-le-feu en novembre 2024. Et là, on recommence. Et le Hezbollah a besoin de survivre. Alors, est-ce qu'il va... Il est déjà venu à la table des négociations, le Hezbollah. C'est pas la première fois qu'il subit beaucoup d'attaques. Il est venu. Alors, est-ce qu'il va adopter un profil bas et venir à la table des négociations? Est-ce qu'il va accepter un désarmement? Ce que veut le gouvernement libanais. Le gouvernement libanais veut que le Hezbollah désarme. Il a déclaré illégale la milice armée du Hezbollah, qui est la seule survivante de la guerre civile. Il y a quand même une lassitude de la population libanaise, voire de la population chiite, qui vraiment, face à la puissance de feu israélienne, en a assez de souffrir, c'est évident. Néanmoins, l'idéologie reste, il ne faut pas être dupe de ça. L'idéologie va rester, l'idéologie du Hezbollah va rester. Donc, voilà, ça va... Il y a une option qui est de céder face à la puissance de feu israélienne, et après de renaître quelques années après. Vous parlez de l'Iran, là. Non, du Hezbollah libanais. Alors, il faut savoir que les Israéliens l'appellent... Qui pourrait disparaître temporairement. Voilà. Alors, justement, si... ce sera la dernière question, parce que malheureusement, on arrive au bout de notre temps, mais on vous écouterait longtemps. Si on se place un peu dans la peau du pouvoir iranien, ils sont attaqués, mais ils ne sont pas envahis. Quels sont les défis urgents du haut commandement iranien? Quelle stratégie est-ce qu'ils doivent déployer? C'est vrai qu'on raisonne toujours dans le camp d'en face, mais c'est important de se mettre à leur place aussi pour deviner ce qui attend un petit peu dans le conflit. Néanmoins, vous avez tout à fait raison, il faut toujours se mettre dans la tête de l'adversaire. Ça, c'est le principe de base. Ce qui n'est pas forcément ce qui a été fait par le président Trump, où il a cru que les Iraniens allaient réagir comme des Occidentaux qui se prennent 15 jours de bombardement. Voilà. Dans la tête des Iraniens, c'est quand même un régime qui existe depuis pas mal d'années, qui s'est préparé à affronter le déluge de feu américain. Ils y ont déjà, entre guillemets, goûté en 2025. Donc ils ont eu une petite année, mais ils se sont adaptés. On sait qu'il y a eu cette tentative de destruction de leur dispositif nucléaire, dont on nous a dit, ça y est, c'est terminé, la puissance de l'Iran appartient au passé. Mais c'était il n'y a pas si longtemps. Oui, d'ailleurs... Tous les observateurs n'étaient pas de cet avis. Ils attendaient des preuves beaucoup plus concrètes sur la destruction. C'était l'avis de Trump, en tout cas. C'était ce qu'il disait. C'est encore l'avis du responsable du renseignement américain, Tulsi Gabbard. Exactement. Je veux dire, c'est quand même la plus haute autorité en matière de renseignement, et elle est encore en poste, elle, qui le dit ouvertement, officiellement. Donc, voilà, exactement. Ça a aujourd'hui, devant une commission du Sénat. Donc, c'est très délicat cette affaire-là de dire que effectivement. Mais la position des Iraniens, c'est simplement, ils ont 31 systèmes de commandement, 31 structures autonomes. Ils ont prévu cette attaque. Ils ont prévu que le commandement centralisé soit décapité. Alors, ce que je voulais dire, quand ils sont au pouvoir depuis 1979, c'est quand même plusieurs générations qui sont dans la logique idéologique iranienne. Ils sont attaqués par un ennemi. Alors, certains disent que les Iraniens ont des sympathies pour les Israéliens. Néanmoins, quand vous prenez des bombes israéliennes, la sympathie peut se réduire, même si elle est culturelle, historique, etc. Et puis même les Américains
faut être méfiant là-dessus, sur la, entre guillemets, sympathie des Américains, des Iraniens vis-à-vis des Américains, parce qu'ils potentiellement, ils les libéreraient, etc. etc. Le Shah d'Iran est tombé parce qu'il y avait un rejet. Ça a l'air plus compliqué que ce qu'on dit. Oui, il y avait un rejet du monde américain. Ne se passe pas. Il y avait un rejet du monde américain. Le Shah d'Iran a été imposé par les Américains. Bon, alors, la conscience iranienne, je veux bien que le régime, c'est certain, que le régime soit pas très populaire. N'est pas confortable. Je suis certain, d'accord, ils ne sont pas populaires, c'est évident. Néanmoins, leur demander de se soulever face à un régime qui les embrigade depuis des années, le régime iranien a très probablement encore la ressource humaine, la ressource de combattants, la ressource d'organisateurs, de chefs, pour résister encore longtemps. C'était la question. Ouais. Général Sidos, merci infiniment de nous avoir éclairé sur ce conflit qui dure et qui se durcit et qui bouge de jour en jour. On l'a vu en parlant avec vous. Je rappelle que vous êtes l'ancien chef de bureau de liaison de la FINUL. Vous avez exercé ce poste prestigieux de 2016 à 2018. Merci de nous avoir apporté votre regard d'officier sur les opérations en cours. L'idée, c'était vraiment de plonger sur le théâtre d'opérations militaires et d'essayer de comprendre. Vous appréciez cette émission ? Plongez dans toutes nos autres émissions filmées, débats. On est devant un régime qui, parce qu'il est désavoué par la population, se radicalise comme jamais et se donne les moyens de mater le peuple, avec cette vieille idée qu'il suffit de mater les rebelles pour décourager le peuple et qu'on passe à autre chose. Et c'est, je pense, moins le calcul que le réflexe qui joue dans l'esprit de l'extrême centre de la classe dominante. La note de Terra Nova dit d'ailleurs avec un cynisme vraiment désarmant, on dit écoutez, il faut changer de peuple pour la bonne raison que le peuple vote mal. Histoire. Au voyage de Laetitia Bonaparte à Rome en 1804, au moment du sacre, il se trouve qu'à ce moment-là, elle avait été accueillie par le pape et qu'il avait écrit une lettre à Napoléon pour lui dire à quel point il avait trouvé sa mère absolument formidable. Donc il avait beaucoup d'estime pour la mère de l'empereur. Ouais. Littérature, politique. Peut-être verrons-nous cela à l'avenir. Des Européens qui, ne pouvant plus trouver de quoi survivre et se développer dans leurs anciennes morphologies politiques telles les nations, auront la nécessité de se rassembler dans de nouvelles organisations qui dépasseront le cadre des frontières que nous connaissions, qui dépasseront le cadre même des continents que nous connaissions, et on verra des choses surprenantes. Mais c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces chaînes qui ont été supprimées, de tous ces gens qui ont subi cette répression, alors qu'en fait ils étaient dans le vrai ? Les gens ne croient plus les médias traditionnels ou la parole du gouvernement, ou même, et c'est là où ça devient dingue, la parole des scientifiques. La foi au sens plénier, c'est pas seulement l'affirmation d'une vérité, c'est le fait de s'engager pour cette vérité, c'est le fait d'aimer cette vérité et d'aimer l'objet de cette vérité, Dieu. Des émissions pour comprendre, réfléchir et transmettre. À retrouver sur cette chaîne YouTube.